Bonjour mesdames et messieurs, bonjour amis téléspectateurs, amis auditeurs et soyez les bienvenus sur notre chaîne Diaspora. Nous sommes aujourd'hui avec monsieur Assoukwa Eric, un jeune Ivoirien qui vit désormais aux États-Unis depuis déjà quelques années. Il nous a fait le plaisir de venir à nos studios pour partager son expérience avec vous et vous faire part des difficultés, des expériences personnelles, de la barrière linguistique et pas mal de choses qu'il a vécues et que beaucoup d'Africains, surtout francophones, vivent lorsqu'ils immigrent aux États-Unis, un pays typiquement anglophone. Monsieur Assoukwa, merci et bonsoir, bonjour. Voilà, selon l'heure à laquelle vous nous recevez, monsieur Assoukwa est aussi, je crois, étudiant, hein, n'est-ce pas? Vous êtes aussi étudiant, en même temps que vous travaillez, vous êtes dans la vie active, donc vous faites les deux, un peu comme la majorité des immigrés, des jeunes immigrés aux États-Unis. Et avec vous, comme je le disais tantôt, on parlera de pas mal de sujets. L'essentiel pour nous, l'objectif étant quel est le thème juste, de conseiller, de faire profiter de votre expérience à nos frères et sœurs qui pour certains viennent d'arriver, pour d'autres ils sont depuis longtemps, pour d'autres encore ne sont même pas encore arrivés aux États-Unis. Il y en a qui sont sur le chemin, il y en a même peut-être ce soir qui prendront l'avion. Dans tous les cas, l'expérience profiterait à chacun et à chacune selon la situation dans laquelle il ou elle se trouve. Est-ce que vous avez un mot d'entrée? Est-ce que vous voulez nous dire quelque chose? Vous voulez vous présenter? Vous voulez dire... vous avez la parole, vous pouvez dire tout ce que vous voulez maintenant. Et ensuite, je vous poserai quelques questions avec lesquelles nous allons commencer l'émission. Merci de me passer la parole. Je me nomme Assoukwa Eric et c'est avec plaisir que je viens sous votre invitation partager mon expérience parce que je sais que sans expérience ou bien sans la communication, sans le partage, cela peut être un apport pour des personnes qui viennent d'arriver. Franchement, je le dis, je n'ai que 3 ans dans ce pays, mais en 3 ans, j'ai vu beaucoup de choses et je pense que je peux aussi à mon tour donner quelques conseils. Bon, je ne suis pas le détenteur de la vérité, mais ce que je pense être le mieux pour un nouveau arrivant et c'est ce que je vais lui partager. Venir vivre aux États-Unis, c'est comme si tu venais dans une forêt où tu ne sais quelle direction prendre, où aller, dans quel sens il faut se tourner. Lorsque tu n'as pas des personnes devant toi pour te conseiller, pour te donner de bons conseils, tu peux vite aller en besogne. Donc les conseils sont très importants et les expériences aussi permettent d'éviter les mêmes erreurs. Donc sur ce, je suis disposé à répondre pas mal de questions que vous me poserez et cela me ferait plaisir. D'accord. Merci bien de votre disponibilité. Nous ferons le plaisir en tout cas de vous bombarder de questions. On espère que on ne va pas trop vous embêter avec nos questions parce que nous sommes curieux, hein, on veut vraiment savoir. Ça ne me gêne pas. Voilà. Alors, ma première question pour vous, comment est-ce que vous êtes venu aux États-Unis? Est-ce que vous êtes venu avec un visa d'étudiant? Vous êtes venu comme un homme d'affaires? Vous êtes venu comment ici aux États-Unis? Si ce n'est pas trop personnel. Hein? Ce n'est pas trop personnel et je suis arrivé aux États-Unis, c'est par la loterie. La fameuse loterie. Hein? Communément appelée la Green Card. Ah oui, oui. C'était ma première année de tenter et Dieu merci, ça a été du bon. Donc j'ai sauté sur l'occasion pour venir découvrir la grandeur des États-Unis. Donc, d'accord.
Et waouh, la loterie. Il y a des milliers de jeunes Ivoiriens qui continuent de jouer à cette loterie. Il y en a qui ne croient toujours pas à cela. Hein. Effectivement. Et lorsque moi je jouais, je n'avais pas entendu parler de la loterie. La première fois où j'ai entendu, c'était à l'école. Nous étions à l'université et à midi, nous étions en route pour le resto. Lorsque des gens sont venus nous parler de la green card, des opportunités pour vivre aux États-Unis, j'ai joué en passant. Je n'ai pas... Pas avec de la conviction. Voilà, pas avec de la conviction. Ça veut dire que des personnes peuvent aller aux États-Unis, pas moi. Et bon, peut-être si je n'ai pas l'intention d'aller aux États-Unis, peut-être dû à la barrière linguistique. Bon, je suis déjà confortable en français. Pourquoi ne pas aller dans un pays francophone, tout ça. Donc, penser aller vivre dans un pays où tu seras déraciné, il faut tout reprendre à zéro. Bon, ça m'a jamais passé à l'idée. Donc, bon, j'ai joué en passant. Mais Dieu étant souverain, avait dit que parmi tout ce lot d'étudiants, c'est moi seul qui avait été retenu. Vous parlez de vos amis. Hein? De mes amis, tout le monde, personne n'a été pris, j'ai été le seul. Et c'est comme ça que bon, j'ai saisi l'opportunité qui m'a été donnée. Et puis aujourd'hui, je me retrouve aux États-Unis. Et ces amis-là, ils vous écoutent certainement aujourd'hui, peut-être? Hein? Oui, ils m'écoutent, on se parle. Et... Non, je veux dire au travers de la vidéo. Oui. Est-ce que vous avez un mot pour eux? Oui, juste leur dire que peu importe là où la vie t'emmène, il faut toujours s'exprimer, il faut toujours avoir son objectif, garder en vue ses priorités dans la vie, ce que tu cherches. Mais je pense que Dieu aussi fera le reste. Et puis nous pouvons exceller dans tout ce que nous faisons. D'accord, d'accord. En tout cas, merci pour ce premier conseil. Peu importe là où on va, et on peut toujours exceller dans la vie. C'est très intéressant et très important même de le mentionner. Alors, ma deuxième question, c'est, je ne sais même plus si c'est la deuxième ou la troisième, mais en tout cas, l'une de mes questions, c'est de savoir ceci. Je répète, ça peut être un tout petit peu personnel. Si vous ne jugez pas bon de répondre, vous pouvez prendre le joker. Ne vous gênez surtout pas. Avant de venir ici, on sait que la plupart des jeunes comme vous, en Côte d'Ivoire, en Afrique, comme on dit chez nous, se débrouillent. Okay? Il y en a qui ont déjà un boulot, mais ceux qui ont déjà un boulot pensent rarement à chercher à s'expatrier. Vous avez mentionné tantôt que vous étiez étudiant. Donc j'imagine que vous habitiez pas chez vous. Vous devez être certainement chez un parent, chez un, je sais pas moi. Sans entrer dans le détail, est-ce que vous aviez un chez vous? Ou bien vous étiez chez un parent et c'est de là-bas que vous êtes venu ici? Ou, on va le voir par la suite, vous êtes tenté de voler de vos propres ailes? Je vivais chez un parent. Je n'étais pas chez moi au pays. Et comme je le dis, c'est les États-Unis qui m'ont tout donné. Ma personnalité, le caractère que ça a forgé en moi, ce que je suis devenu, c'est le fruit de la vie aux États-Unis qui m'a inculqué tout. En 3 ans seulement? Oui, en 3 ans seulement. C'est les États-Unis qui m'ont fait. Bon, bien vrai qu'au pays, je percevais un peu d'argent, pêle-mêle, mais ce n'est pas l'argent que moi-même j'ai travaillé pour avoir. Bien, donc, voilà. C'est ce qu'on appelle les gays. Voilà. Le tonton, la tante. Voilà. C'est ici j'ai appris à travailler. C'est ici j'ai appris à m'organiser. Bon, j'ai tout fait ici. Donc, si je comprends bien, l'indépendance financière, l'indépendance professionnelle et tout ça, en fait, sociale même, j'allais dire, a commencé véritablement ici. Ici aux États-Unis. D'accord. En tout cas, c'est pertinent ce que vous dites là. Et on va certainement apprendre beaucoup de choses de vous. Et chers amis, ne vous déconnectez pas, soyez toujours avec nous, partagez cette vidéo si vous pouvez, enregistrez-la pour ceux qui n'ont pas le temps de la regarder. Elle se fera en plusieurs modules, et on aura, je crois, 3 ou 4 modules selon le temps qui nous sera imparti. Restez connectés, on va continuer avec M. Assoukwa et voilà.
Je m'attendais à une ville super construite parce que de l'extérieur des États-Unis, l'image qu'on a toujours vue des États-Unis, c'est la ville de New York, Washington. D'abord, c'est l'image qu'on nous présente à la télé. Et lorsque je venais à Atlanta, depuis le ciel même, j'apercevais les États-Unis, je voyais que tout était franchement de la forêt. Je suis venu et lorsque j'ai vu les coins, comment la ville a été bâtie, qui est un peu différent de New York, ça m'a donné l'impression que mais les États-Unis, on trouve des arbres comme ça. Bon, c'est ce que je ne pensais pas auparavant. Pour moi, c'était une ville toute entièrement construite. Et bon, grande est ma surprise de voir qu'il y a vraiment une étendue de forêt ici à Atlanta. Bon, franchement dit, la ville est bien construite, mais beaucoup reste à venir. Quand je fais la comparaison à à la ville de New York qui est entièrement construite, où tu vois les buildings partout, un peu partout, bon, il y a nettement une différence. Comme impression, bon, c'est toujours impressionnant de quitter un pays en sous-développement pour venir dans un état développé. La différence c'est net. Mais bon, comme je me suis focalisé sur la ville de New York et que je suis venu, je n'ai pas vu les mêmes choses telles que les choses, on les voyait à la télé. Bon, ma déception a été un peu... mais j'ai fini par comprendre que chaque État a ses réalités et que l'État de Géorgie est construit à sa manière. Et puis c'est un pays du Sud qui est en voie de développement comparativement aux États du Nord. Donc, bon, en tout cas... Ok. Bon, ben, merci pour cette réponse. Et vous avez certainement remarqué également, en sortant de l'aéroport, qu'il y avait très peu de transports en commun. Et les jours qui ont suivi, j'imagine, après vos premiers jours, vos premières nuits, le temps de vous remettre de votre long trajet, en sortant faire les courses, vous avez certainement remarqué qu'il y avait très peu de bus et tout, et que apparemment il fallait avoir un véhicule pour fonctionner ici. Alors, quelles furent vos émotions? Qu'est-ce que vous vous êtes dit intérieurement? D'accord. D'abord, franchement dit, ici, bien vrai que le véhicule est un bien nécessaire pour le minimum. C'est-à-dire qu'un citoyen, quelqu'un qui vit aux États-Unis, même s'il n'a rien, il doit commencer par avoir voiture pour commencer à s'intégrer. Ce n'est pas un bien de luxe, mais un bien nécessaire. Vous dites que ici, avec le minimum, la chose qu'il est nécessaire d'avoir, c'est voiture. Parce que sans la voiture, tu ne peux aller au travail, tu ne peux rien faire. Donc, ce qui m'a véritablement impressionné ici aux États-Unis, particulièrement à Géorgie, c'est qu'il y a des voies pour aller partout. Tous les points, toutes les villes sont interconnectées. Tu peux aller dans un coin, mais 1000 chemins y vont. Et bien vrai que chacun a voiture, mais ça limite, on n'a pas trop d'embouteillage comme chez nous en Côte d'Ivoire ou à Abidjan. Bon, bien vrai que la majorité n'a pas voiture, mais on ne peut pas compter les embouteillages. Et si on veut faire un rapport, ça veut dire que le nombre de véhicules qui circulent en Côte d'Ivoire, si c'est le même nombre de véhicules qui devaient circuler ici aux États-Unis, mais on allait deux voitures même, je me demande si il allait avoir accident un jour. Parce que ça veut dire que par rapport à la disponibilité des voies, bon, les voitures allaient vraiment flotter. Ici, bien vrai que pratiquement tout le monde a voiture, mais il y a de la route pour une libre circulation, autant pour moi. Et
Donc, selon vous, M. Asukwa, le fait qu'il y ait des voies très grandes ici aux États-Unis et le fait que presque toutes les villes, toutes les communes soient interconnectées, cela facilite le déplacement des véhicules et cela fait également qu'il y a très peu d'embouteillages. C'est bien ce que vous dites. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi l'aspect, j'ai envie de dire, de la discipline des conducteurs? Bon, et non seulement la discipline des conducteurs, mais aussi il faut dire qu'aujourd'hui avec le Google Maps, la technologie, tu peux voir d'avance quelles sont les voies qui sont vraiment embouteillées et tu peux quand même éviter. Ou bien tu sais qu'à des heures de pointe, il y a un certain nombre de voies qu'il ne faut pas emprunter, à moins que tu sois obligé. Mais comme tu le dis, effectivement, les conducteurs sont vraiment disciplinés et puis les feux sont toujours en fonction, ce qui facilite même le trafic. Il y a la disponibilité des feux à des carrefours et la discipline. Mais comme ici, constamment, les policiers sont dans la ville, personne n'a envie de payer l'argent pour rien. Donc, ça aussi oblige les gens à respecter le code de la route. Donc, le fait que, donc, quelque part, les choses sont connectées entre elles. C'est-à-dire que il y a les feux, les routes sont larges, mais en même temps aussi, s'il y avait très peu de discipline de la part des conducteurs, les feux qui marchent et les routes qui sont larges n'auraient pratiquement servi à rien parce qu'il y aurait certainement eu des congestions au carrefour. Mais ces conducteurs-là sont disciplinés parce qu'il y a constamment des policiers sur la voie qui, eux, sont très intransigeants. Ils ne tolèrent pas la moindre bêtise, ils sanctionnent tout de suite, c'est ça? Effectivement. Okay. Donc, apparemment, vous êtes en train de comparer le système que vous avez trouvé sur place avec la situation qui prévaut en Côte d'Ivoire. Effectivement. En Côte d'Ivoire, lorsque les policiers te prennent, il suffit de leur glisser une pièce de 500 et puis la vie continue, te laisse. Donc, une pièce de 500 même? Hein? Oui, les gens n'ont pas cette crainte-là. Ça veut dire qu'à la limite, ils se disent, oh, si cela il m'arrête, on connaît. C'est 500, tu leur donnes et puis ils te laissent passer. Donc, ce qui encourage même les chauffeurs à ne pas respecter le code de la route. Mais ici, tu vas d'abord pour avoir l'argent, c'est pas facile. Tu es à la maison, tu as des billes à payer aussi. Donc, des factures. Des factures, je veux dire. Donc, ton argent est déjà calculé d'avance, bien avant que tu ne reçoives ta paye. Maintenant, s'il faut de façon imprévue payer ou bien payer un ticket, parce que bon, le ticket c'est la contravention. Oui, la contravention. Donc s'il faut constamment payer, tu vois à quel niveau ça va te mettre mal à l'aise dans la gestion de tes finances. Donc pour ne pas que cela, des imprévus arrivent pour te mettre en difficulté, vaut mieux ne pas tomber dans le piège. Et le seul moyen de ne pas payer, faire sortir l'argent à cause des lois, c'est de suivre la règle. Parce que si une fois que tu suis la règle, tu n'as pas de problème avec les policiers. Et si les policiers ne sont pas comme des policiers en Côte d'Ivoire où tu as commis une erreur ou pas, eux ils vont t'arrêter parce qu'ils ont besoin d'argent. Ou bien parce qu'ils ont des comptes à rendre à leurs supérieurs qui les envoient sur terrain. Donc ici, les policiers ne sont pas comme ça. Ça veut dire que s'ils t'ont vraiment arrêté, c'est que tu as véritablement enfreint Vous êtes donc en train de nous dire que le policier américain n'arrête que lorsqu'il y a infraction. Effectivement. D'accord. Donc le contrôle de routine n'existe pas aux États-Unis. Parce que c'est ce qui est commode en Côte d'Ivoire. Dans le système que nous connaissons en Côte d'Ivoire, le policier et j'ai envie de dire le droit de t'arrêter parfois même simplement parce que tu conduis.
Et il dit bonjour monsieur, contrôle de routine, puis-je voir vos pièces, bien que tu n'aies rien fait de mal. Effectivement. Est-ce qu'ici c'est comme ça? Ici, ça peut, bon, tout dépend de l'élément policier qui est sur terrain, parce que, ben, à moins qu'il y ait un cas vraiment suspect, bon, il peut vraiment quelque chose qui attire son attention de façon particulière. Par exemple, il peut y avoir des gens qui conduisent étant saoulés, et bon, ça veut dire que ils savent que toutes ces choses-là existent dans la circulation. Donc, si ta manière de conduire n'est pas droite, bon, ça peut leur dire que certainement, on peut arrêter cette personne pour voir si est-ce que lui-même est en bon état. Donc, en ce moment, il agit en prévention. Voilà. Sinon, ils ne se mettent pas dans la politique, dans l'idée que bon, j'ai envie d'arrêter telle personne parce que sa voiture est blanche, parce que sa voiture est noire. Non, ça, ils ne le font pas. Parce qu'il y a beaucoup de voitures qui passent sous leurs yeux. Quel intérêt ils ont à arrêter telle voiture et non celle-là? Donc, si ils veulent se mettre dans cette condition, ils vont vraiment arrêter beaucoup de voitures. Pour ne pas se donner à de telles pratiques, ils font sérieusement leur travail. Et toi, à moins que toi-même tu ne sois pas conducteur qui suit les lois, bon, ils vont t'arrêter. D'accord. Bon, ben, je vous remercie, monsieur. On va faire une toute petite pause. Et avant de continuer, vous donne le temps de souffler un peu et puis boire un de ces jus que nous avons préparés pour vous.